Hackathon. Et si on commençait par le début? Si on commençait à la genèse de ce qu'on appellera plus tard notre esprit? Cognito ergo sum ascip. Je pense donc je suis. Mais comment parvient-on finalement à savoir, penser, comprendre, ressentir, interagir avec les autres et évoluer dans notre environnement? Je vous raconte aujourd'hui comment vous devenez vous, comment votre esprit, emprisonné dans cette boîte crânienne, prend forme grâce à un organe fascinant, le cerveau. Bienvenue dans Eureka, le podcast qui fait vibrer vos neurones et éveille vos synapses. Je suis Dr Eka, neuropsychologue et désormais votre dealeuse de dopamine, prête à booster votre curiosité. Comme à chaque épisode, je vous emmène dans la magie de votre organe du savoir pour répondre aux interrogations que vous aviez ou pas et vous faire penser Eureka, ou plutôt Neureka. Et cette histoire commence bien longtemps avant notre premier souffle, dès nos premiers instants d'existence, alors que nous sommes encore au chaud dans le ventre de notre maman. Le fœtus, à peine formé, connaît bien ses priorités et se met très vite au travail en formant les toutes premières cellules du cerveau. Tout va très vite. 5000 nouveaux neurones par seconde apparaissent. Au 4e mois, il y en a déjà 100 milliards. Les hémisphères se dessinent. Le cortex s'ébauche et les connexions entre les régions cérébrales se développent pour faire le tout, communiquer en réseau. Et c'est à partir de cette petite graine que commence la véritable aventure de l'apprentissage et de l'acquisition du savoir. Et non, je ne vous trolle pas en disant ça, puisque c'est bien à ce moment-là que progressivement, nous nous familiarisons déjà avec ce qui nous attend dehors. Petit à petit, le fœtus que nous sommes reconnaît les sons, puis les voit, et plus tard réagit à sa future langue maternelle depuis l'antre de l'utérus. Mais ce n'est pas tout, puisque grâce à ces premières cellules neuronales, encore à l'état de simple ébauche, nous savons reconnaître une main posée sur le ventre et nous tourner vers la lumière. Ce sont les prémices des sens. Et puis vient la naissance, ce premier souffle qui permettra à notre cerveau d'inhaler sa première dose d'oxygène et activer ainsi la suite du processus de développement. Mais ça ne s'arrête évidemment pas là. Et ça ne s'arrêtera d'ailleurs pas tout de suite, puisqu'il faudra attendre le milieu, voire la fin de la vingtaine, pour considérer avoir un cerveau arrivé à maturation adulte. Petit clin d'œil à tous les milléniaux qui se sentent vieux. Vous voyez, en fait, vous y êtes à peine. Revenons au développement. Au fil des semaines et des mois qui suivent la naissance, démarre une merveilleuse opération de déploiement. Telle une floraison pétale par pétale, les neurones se multiplient et continuent de s'organiser pour finaliser nos lobes cérébraux, futurs QG de nos fonctions cognitives. Mémoire, attention, langage, raisonnement, coordination, émotion et j'en passe s'installent dans leur tour de pilotage. C'est alors qu'intervient notre environnement, qui via nos interactions avec lui, stimule nos synapses, ces points de connexion entre les neurones, pour consolider les fameux réseaux neuronaux. Mais parce qu'il ne faut garder que le meilleur, vient le moment de l'élagage. Toute cellule non utilisée est supprimée. Dès l'âge de 3 ans et jusqu'à l'adolescence, des millions de synapses sont détruites pour laisser place à ce qui est vraiment nécessaire. Mais non, rassurez-vous, nous ne devenons pas plus bêtes, mais juste plus efficaces. Enfin nous, je devrais dire plutôt le cerveau. Désormais, l'énergie de notre cerveau est vraiment consacrée à ce qu'il saura faire de mieux. Parce que oui, l'énergie est précieuse pour le cerveau. Cette machine qui tourne à plein volume H24 se nourrit principalement de glucose et d'oxygène et ne peut se permettre d'en gaspiller. C'est le principe de l'économie d'énergie. Inutile de se jeter sous les filibos avec l'espoir que ça fera votre cerveau carburer. C'est un peu plus complexe que ça. Et à mesure du temps, de nos expériences, bonnes comme mauvaises, et de nos apprentissages quotidiens, se finalise notre cerveau qui deviendra l'outil de tous nos savoirs. Mais comment tout cela est-il possible? Comment expliquer que chaque pensée, chaque souvenir, chaque mouvement prend naissance dans le cerveau? Comment ce simple organe peut-il gérer autant de choses à la fois avec autant d'efficacité? Eh bien, imaginez votre cerveau comme une forme de start-up où chaque département a son propre rôle. D'un côté,
L'attention est le gardien de la porte d'entrée. Il décide quelles informations sont suffisamment importantes pour entrer. De notre, la mémoire classe soigneusement chaque souvenir comme un archiviste, tandis que la planification trace la feuille de route de votre journée. Exemple. Vous êtes tranquillement en train de scroller sur votre téléphone et soudain, vous tombez sur une photo de votre plat préféré. D'un coup, votre cerveau s'anime. L'hippocampe, votre archiviste personnel, se rappelle instantanément du dernier moment où vous avez dégusté ce plat. L'amygdale, votre centre des émotions, ravive le sentiment de satisfaction que vous aviez ressenti. Et avant même que vous ne l'ayez réalisé, votre cortex préfrontal, le stratège de notre cerveau, commence à évaluer si vous allez commander ce plat sur Uber Eats ou bien essayer de le faire vous-même. Mais si le cerveau est capable de coordonner plusieurs processus en parallèle, en une fraction de seconde, sans même que vous ayez à y penser consciemment, c'est grâce à des molécules magiques, les neurotransmetteurs. Imaginez-les comme des petits coursiers ultra performants courant d'un neurone à l'autre pour transmettre le plus rapidement possible les informations essentielles. Des neurotransmetteurs, il en existe en réalité des dizaines, mais chacun a sa propre mission. Prenons la dopamine par exemple. Celle-là, c'est la star des réseaux neuronaux. Et des réseaux sociaux aussi d'ailleurs. Vous en avez forcément entendu parler. Pourquoi ? Parce qu'elle est responsable de la sensation de plaisir et de récompense. C'est elle qui vous donne ce petit coup de fouet quand vous recevez un like sur votre dernière publication Insta. C'est elle qui vous fait dire encore quand vous regardez un épisode de plus sur Netflix. C'est elle qui vous pousse à rechercher ce qui vous fait du bien. C'est pourquoi, à chaque épisode, je vous en promets une dose. La sérotonine, quant à elle, est la gardienne de votre humeur. Un peu basse, c'est la déprime. Bien régulée, vous êtes sur un petit nuage. Et puis, il y a l'acétylcholine, qui sert de coach pour vous aider à vous concentrer et retenir les informations importantes. Ou encore les endorphines qui délivrent cette sensation de bien-être après une bonne séance de sport. Mais cette efficacité a un coût. Et c'est là qu'intervient le principe d'économie d'énergie dont on parlait précédemment. Vous savez, le cerveau, c'est un peu comme un smartphone avec une batterie limitée. Pour éviter de se vider trop vite, il doit gérer son énergie de manière efficace. Le cerveau va toujours chercher à faire le maximum avec le minimum. Et pour cela, il doit faire des choix. Quelle information est vraiment importante ? Quel souvenir doit vraiment être retenu ? Quel comportement doit être rapidement automatisé pour éviter de dépenser trop d'énergie ? Et ce principe est à la base de nombreux phénomènes que vous vivez au quotidien sans même vous en rendre compte. Par exemple, lorsque vous apprenez une nouvelle compétence, comme utiliser une nouvelle appli. Au début, cela demande quelques efforts et beaucoup d'énergie. Mais avec le temps, et grâce à la répétition, votre cerveau optimise le processus et crée des raccourcis en automatisant certaines actions, ce qui les rend plus faciles et moins énergivores. Mais cette recherche d'efficacité a aussi ses limites. En cherchant à économiser de l'énergie, le cerveau peut parfois prendre des raccourcis un peu trop rapides, ce qui peut mener à des erreurs, des illusions, des biais cognitifs ou encore des vieilles habitudes difficiles à changer. Mais ça, on en parle dans un prochain épisode, promis. Mais voilà, ce système est délicat. Et comme tout système complexe, il peut y avoir des dysfonctionnements. Un déséquilibre qui engendre des conséquences sur notre santé mentale et physique. C'est pourquoi je ne peux conclure sans une mise en garde. Avec l'essor des neurosciences, on voit émerger de plus en plus de personnes non expérimentées, notamment sur les réseaux sociaux, qui prétendent pouvoir vous aider à optimiser votre cerveau avec des techniques ou des produits miracles. Soyez prudents. Bien que les neurosciences soient fascinantes et pleines de promesses, elles sont aussi complexes. Et confier sa santé mentale ou cognitive à des personnes non qualifiées peut avoir des conséquences graves. Donc, avant de vous lancer dans quelconque aventure, assurez-vous que la personne qui vous accompagne a bien les compétences et les connaissances scientifiques nécessaires pour le faire. Votre cerveau est une merveille de la nature, un organe unique, puissant, mais aussi délicat. Il évolue avec vous, se façonne au gré de vos expériences et mérite toute votre attention. Prenez-en soin, nourrissez-le et protégez-le. Après tout, il est le centre de tout ce que vous êtes et c'est ce qui le rend si précieux.
Voilà, c'est l'heure de se déconnecter. Merci en Shai d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé cet épisode, si cet épisode vous a autant intrigué que fasciné, exprimez-vous en commentaire. Offrez-nous 5 étoiles et partagez autour de vous. Et puis tant qu'à faire, pour ne plus rien rater de Neureka, suivez-nous sur les réseaux sociaux et ajoutez-nous en favoris sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et maintenant Angami pour ceux qui, comme moi, sont au Moyen-Orient. Au Pakistan,